Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtreu. Les cinémas belges rouvrent leurs portes. Le gouvernement a fait marche arrière mercredi après la fermeture inattendue des cinémas la semaine dernière. Les cinémas et les salles de concert seront autorisés à fonctionner avec une capacité maximale de 200 personnes à la fois. Les invités doivent porter des masques et présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19, un test négatif ou une guérison récente de la maladie. Les autres activités intérieures, telles que les casinos et les salles de bowling, resteront fermées. Le gouvernement belge a décidé la semaine dernière de fermer les cinémas tout en autorisant les bars, les restaurants, les salles de sport et les autres lieux de sport en intérieur à poursuivre leurs activités. Les personnes travaillant dans le secteur culturel ont déclaré qu'elles étaient injustement visées par ces règles. La Belgique, où se trouve le siège de l'OTAN, a vu les infections diminuer depuis le pic de la fin novembre, mais les cas d'Omicron augmentent rapidement. La Belgique a enregistré environ 880 cas de Covid pour 100 000 personnes au cours des 2 dernières semaines. Lors de sa visite dans un centre de vaccination à Milton Keynes, le Premier ministre britannique a invité la population à faire preuve de prudence et de bon sens pour le nouvel an. Il a confirmé que le variant Omicron est plus bénin que le Delta. Je pense que tout le monde devrait profiter du nouvel an, de manière prudente et raisonnable. Faites un test, aérez-vous, pensez aux autres, mais surtout, faites le rappel. Cette déclaration intervient alors que les responsables des services de santé avertissent que les absences du personnel dues aux règles d'isolement pendant 7 jours après un test positif pourraient constituer une crise plus grave pour les hôpitaux que le nombre de patients admis au Covid. Selon les dernières données, le nombre de patients hospitalisés en Angleterre avec le Covid-19 s'élève à environ 10 500, bien en dessous du niveau record de plus de 34 000 atteint en janvier. Et ces chiffres comprennent les personnes admises à l'hôpital pour d'autres raisons, mais qui ont également été testées positives au Covid. Les critiques disent qu'il est erroné d'inclure ces chiffres dans le total des hospitalisations dues au Covid. Et aux États-Unis, le nombre d'enfants hospitalisés avec le Covid-19 est en augmentation. Mais cela signifie-t-il que davantage d'enfants sont hospitalisés à cause du virus ? Selon le directeur du CDC, de nombreux enfants atteints du Covid-19 sont en fait admis pour d'autres raisons. Grace Colter de NTD nous en dit plus sur la pandémie. Le nombre d'enfants hospitalisés à cause du Covid-19 est en hausse, mais lors d'une interview mercredi sur MSNBC, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que beaucoup de ces hospitalisations ne sont pas liées au virus. Beaucoup d'entre eux arrivent en fait pour une autre raison, mais il se trouve qu'ils sont testés lorsqu'ils arrivent et qu'on découvre fortuitement qu'ils ont le Covid. Walensky a noté que le nombre élevé d'hospitalisations d'enfants est commun à cette période de l'année, ajoutant que la plupart des enfants ne nécessitent pas de traitement en unité de soins intensifs. Le docteur Paul Offit a observé un phénomène similaire à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, où il travaille en tant que directeur d'un institut. Il a déclaré mardi à l'émission Today de NBC « Nous testons toute personne admise à l'hôpital, quelle qu'en soit la raison, pour voir si elle a contracté ou non le Covid, et nous constatons définitivement une augmentation des cas. Cependant, nous ne voyons pas vraiment une augmentation des cas d'enfants qui sont hospitalisés pour Covid ou dans l'unité de soins intensifs pour Covid. Dans une autre interview mercredi, Walensky a expliqué pourquoi les directives actualisées du CDC n'exigent pas de tests à la fin de la quarantaine. Elle a déclaré à Good Morning America que c'est parce que les tests PCR peuvent rester positifs jusqu'à 12 semaines après l'infection. Maintenant, la question du pourquoi nous n'avons pas inclus de tests est simplement parce que nous savons que les PCR peuvent rester positifs jusqu'à 12 semaines. Nous aurions donc des personnes en isolement pendant très longtemps si nous nous reposions sur les PCR. L'année dernière, les experts en maladies infectieuses de Corée du Sud ont déclaré que les tests PCR peuvent donner de faux positifs car ils ne peuvent pas distinguer si le virus est vivant ou mort. Cela s'est produit après que 260 personnes ont été testées positives à nouveau après s'être complètement rétablies. Et si les tests PCR peuvent être trop sensibles, les tests antigéniques rapides peuvent avoir le problème inverse lorsqu'il s'agit du variant Omicron. La FDA a déclaré mardi que selon les nouvelles données, les tests antigéniques rapides pourront être moins sensibles au variant Omicron. Dans ce contexte, Walensky suggère d'effectuer un test PCR si vous présentez des symptômes de la maladie Covid, même si votre test d'antigène rapide est négatif.
Selon un décompte effectué mercredi par Reuters, les cas de virus aux États-Unis ont atteint un niveau record, une moyenne de plus de 258 000 cas quotidiens au cours des 7 derniers jours. Mais lors d'un briefing de la Maison-Blanche mercredi, Walensky a déclaré que malgré cette flambée record, les hospitalisations sont relativement moins nombreuses que lors des vagues précédentes. Des données provenant d'autres pays montrent qu'Omicron présente une maladie moins grave et des taux d'hospitalisation plus faibles. En attendant, Walensky maintient qu'il est trop tôt pour se prononcer. Grace Coulter, NTD News. Passons maintenant à Hong Kong, où un coup a été porté à la liberté de la presse. En effet, la police a fait une descente dans les locaux d'un média pro-démocratie et a arrêté son personnel actuel et ancien. Le média Stand News, connu pour avoir publié des voix soutenant les manifestants de Hong Kong, a annoncé sur sa page Facebook qu'il cessait immédiatement ses activités et que tous ses employés avaient été licenciés. Le média a publié une vidéo de la police arrivant au domicile du rédacteur en chef adjoint. Jane Werrell de NTD nous en dit plus. L'un des derniers médias pro-démocratiques de Hong Kong, Stand News, a fermé ses portes après que plus de 200 policiers ont fait une descente dans ses locaux mercredi, remplissant des boîtes de preuves, saisissant des ordinateurs et arrêtant des membres actuels et anciens du personnel. Le gouvernement de Hong Kong affirme qu'ils ont été arrêtés pour conspiration en vue de publier des articles séditieux. Vers 6 heures du matin, heure de Hong Kong, des policiers se sont présentés au domicile du rédacteur en chef adjoint de Stand News, Ronson Chan. Chan est également président de l'Association des journalistes de Hong Kong. Il a été emmené pour être interrogé puis relâché. Chan a déclaré qu'aux médias que la police avait saisi ses appareils électroniques, ses cartes bancaires et sa carte de presse. Stand News a fait des reportages professionnels, il n'y a aucun doute là-dessus. Le monde entier le voit. Peu importe les accusations qui ont été portées, rien ne peut changer le fait que Stand News fait des reportages professionnels. Les médias ont rapporté que 4 anciens membres du conseil d'administration ont été arrêtés, dont la pop star Denise Ho, une partisane convaincue du mouvement démocratique. Nous sommes à la limite de n'être qu'une autre ville chinoise. Nous sommes à la limite d'être une autre ville chinoise où nous perdrons toute notre liberté d'expression, notre liberté de protestation. L'ancienne députée Margaret Ng faisait également partie des personnes arrêtées. Pendant ce temps, un officier supérieur de la police de Hong Kong a qualifié les raids de succès. Cette dernière mesure intervient alors que les autorités continuent de réprimer la dissidence à Hong Kong. Au début de l'année, la police a perquisitionné les bureaux du journal Apple Daily après que les autorités l'ont accusé d'enfreindre la loi sur la sécurité nationale de Pékin. Le journal a fermé ses portes après le gel de ses actifs. Mardi dernier, l'ancien éditeur du journal, Jimmy Lai, a été inculpé de sédition. Cette décision fait également suite au retrait récent d'une statue érigée à la mémoire des victimes du massacre de la place Tiananmen dans une université de Hong Kong. Plusieurs groupes de défense des droits ont condamné la descente de police mercredi. Le directeur exécutif de Hong Kong Democracy Council, basé à Washington, déclarant dans un communiqué: en qualifiant l'exercice de la liberté de la presse de sédition, Pékin montre clairement que le régime ne tolère pas la manifestation de la vérité à Hong Kong. Jane Werrell, NTD News. Et on continue ce journal avec une nouvelle tendance très originale initiée par 2 expertes en informatique de Berlin. Elles ont créé une carte qui indique l'emplacement, tenez-vous bien, de toutes les chèvres de la ville, afin que les gens puissent trouver la chèvre la plus proche et changer d'air en sa compagnie. Anna Berejkova est la co-créatrice de GoatMap Berlin, une carte qui indique où se trouvent les chèvres de la ville, et si on peut leur rendre visite gratuitement ou s'il faut payer un droit d'entrée. Créée à l'aide de Google My Maps, elle permet également aux gens de créer leur propre circuit de chèvres à travers la capitale allemande, en profitant des monuments de la ville entre 2 escales auprès des chèvres. En fait, nous voulions simplement partager ça avec les gens pour qu'ils soient au courant. Nous avons eu l'idée en comprenant que nous ne connaissions pas tous les endroits où se trouvent les chèvres. Donc je vis ici, dans le sud de Berlin. Et une de mes amies, Olga, vit dans le nord. Elle connaissait bien toutes les chèvres du nord, mais elle ne savait pas qu'on pouvait venir au parc à Saint-Heide et caresser cette jolie chèvre. La carte compte actuellement 24 emplacements.
En noir, les chèvres que l'on peut rencontrer gratuitement, et en rouge, celles qui se trouvent dans un lieu dont l'entrée est payante. La carte indique également les pseudo-chèvres, comme les statues d'animaux. La dernière fois que j'ai vérifié, notre carte avait 11 000 vues. Je ne sais pas réellement combien l'ont sauvegardé et l'utilisent quotidiennement. Nous avons près de 600 followers sur Instagram. Donc pas tant que ça, une large niche de divertissement, mais vous savez, quelques personnes. Konstantin Kochetov développe des œuvres d'intelligence artificielle basées sur des chèvres. Ouais, c'était vraiment génial. Malgré le mauvais temps et tout le reste, tu vas vers les chèvres, tu les nourris, tu les caresses et tu te sens incroyablement bien. C'est agréable. Certaines personnes ont contacté les créatrices. Ils disent que les chèvres leur permettent d'évacuer le stress pendant la pause déjeuner ou après le travail. Mais il ne s'agit pas d'un projet lucratif. Il apporte simplement un peu de bonheur grâce aux chèvres à ceux qui en ont besoin. Andrew Thomas, NTD News. L'année 2021 a été folle pour les crypto-monnaies, les grands acteurs de la finance ayant injecté des milliards de dollars dans le secteur. À quoi devrait ressembler le marché en cette nouvelle année ? Phil Zhou de NTD a recueilli des prévisions de l'industrie de la crypto-monnaie. L'industrie de la crypto-monnaie est en pleine croissance. Il ne s'agit plus seulement du Bitcoin, mais de plus de produits sur la blockchain. Quelles sont les prédictions pour l'année prochaine ? L'année 2022 va être folle. Plus d'argent va affluer dans ce secteur l'année prochaine. Les capital risques et autres banques d'investissement vont prendre le contrôle de la crypto-monnaie. La société derrière le meme coin, Hokkaido Inu, dit que les meme coins pourraient devenir encore plus populaires. Nous allons avoir beaucoup plus d'adoption des meme coins comme des monnaies plus légitimes pour toutes sortes de commerces. Selon Baza, les monnaies mèmes peuvent aider les débutants en crypto-monnaie à se familiariser avec l'industrie. L'agence de marketing numérique online Optimism aide ses clients à commercer dans le métavers. Elle affirme que les banques et les grandes entreprises prennent le relais. Rien ne les arrête. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de temps et ils ont beaucoup de réglementations gouvernementales de leur côté. Et pour Zager, ça pourrait être une bonne chose. Cela apportera plus de convivialité et de possibilités d'utiliser les crypto-monnaies dans votre quotidien plutôt que de simplement s'accrocher et espérer le meilleur. Victor Ogref de chez Ion Labs dit qu'il voit déjà des changements en Europe qui, selon lui, s'étendront au reste du globe. Il y a déjà quelques cartes de crédit cryptographiques qui sont assez largement utilisées. J'en ai une moi-même. Si vous voyez des publicités sur les bus partout, vous voyez des publicités à la télévision, cela va se produire davantage, je pense. Selon Victor Ogref, la crypto-monnaie se généralise peu à peu. Posséder des crypto-monnaies, posséder des actifs en crypto d'une certaine sorte va devenir aussi courant que d'avoir des actions Google ou quelque chose comme ça dans votre plan d'épargne ou votre plan de retraite. Avec blockchain, ça va si vite que je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, on verra une adoption populaire massive. Pas de succès instantané. Si vous cherchez à devenir riche rapidement, à mettre 1000 $ et vous retrouver avec 10 millions de dollars, c'est raté. Mais il est encore temps de se renseigner sur cet actif numérique en pleine expansion. Phil Zhou, NTD News. Rendons-nous en Russie, où une exposition à Saint-Pétersbourg offre aux amateurs d'art l'expérience de se laisser porter par une balançoire descendant des nuages tout en écoutant une douce musique de piano. Elle présente des œuvres de plus de 100 artistes russes. Le projet est conçu pour raviver l'intérêt pour une époque révolue et souligne le lien entre l'art moderne et l'art classique. Johan Robson de NTD nous en dit plus. L'exposition Serenity and Delight a été inaugurée à Saint-Pétersbourg en novembre. Elle présente des œuvres de plus d'une centaine d'artistes russes, dont Karl Brylov, Ivan Shishkin et Arkhip Kuinzi. Une idée importante que nous exprimons non pas pour la première fois dans notre projet est qu'il est plutôt étrange de tracer les frontières entre l'art classique et moderne et tout notre patrimoine culturel. C'est exactement la source d'inspiration et de créativité des artistes qui travaillent en ce moment. Peut-être dans des formes étranges et non classiques, mais néanmoins dans ce patrimoine culturel, émotionnel et visuel. Les œuvres d'art proviennent des collections de 39 grands musées russes et internationaux. L'exposition est accompagnée d'une bande sonore spécialement composée par le pianiste Anton Batakov. Elle commence maintenant. Elle durera 2 mois. Cette musique vous accompagnera lorsque vous quitterez la salle d'exposition.
Et avant d'aller vous coucher, vous vous souviendrez de cette exposition et de cette musique, et vous ferez de beaux rêves. Les œuvres des artistes russes du XIXe siècle reflètent des images du passé sans se concentrer sur leurs problèmes sociaux et politiques. Les balançoires sur lesquelles les visiteurs peuvent monter sont peut-être les plus apaisantes de toutes. Elles sont suspendues à des nuages au plafond. Chaque personne a ses propres représentations d'images liées au sentiment de bonté, à une humeur calme et très souvent, c'est précisément le ciel, des nuages volants, doucement dans le ciel. Une balançoire descendant de sous les nuages est à bien des égards une image de notre enfance. Elle évoque un sentiment de légèreté et de liberté. Une atmosphère douce et relaxante est créée par la conception architecturale de la galerie. Les commissaires espèrent que les visiteurs se souviendront de la musique aussi bien que des œuvres d'art. L'exposition se tiendra jusqu'à la fin du mois de janvier. Joanne Robson, NTD News. Et on termine ce journal tout en délicatesse avec l'art de la couture en or. En plus d'être utilisé en bijouterie, l'or peut en effet aussi être filé et cousu. En France, une petite équipe anime un atelier spécialisé dans la broderie d'or selon des techniques héritées du Moyen-Âge. David Vives nous y emmène. Une chouette bleue et or faite à la main. Cette pièce unique est l'une des nombreuses créations conçues par l'équipe de l'atelier Le Bégonia d'Or à Rochefort, en France. Sylvie Deschamps est la seule personne en France encore considérée comme un maître de l'artisanat de la broderie d'or. Donc ça, c'est de la cantille en or brillant. Donc il faut savoir qu'un brin, quand il est neuf, fait entre 80 et 90 cm de long. La technique est appelée or nué ou or nuancé. Il s'agit d'une forme de broderie d'or utilisée sur les tissus d'ameublement où des fils de soie de différentes couleurs sont cousus sur une base métallique en or. Qui demande automatiquement de la rigueur, qui va demander aussi de la minutie. Enfin, on va couper la cantille, c'est de l'éducation visuelle, donc on n'a pas de règles quand on coupe la cantille, tout se fait à l'œil. Donc il faut être très régulier. Sylvie Deschamps accepte différentes commandes. Ses clients sont généralement des marques de luxe haut de gamme, des musées ou des organisations qui préservent le patrimoine. Il y a toujours de nouveaux défis pour son équipe, comme la création d'un drapeau en or à la mode du 19e siècle avec les emblèmes de Napoléon. Avec les textes prévus pour ici, on a le recto et là, on a le verso. Donc le verso a davantage de texte que le recto. Et avec tous ces éléments, en effet, les couronnes de feuilles avec le N de Napoléon, ces frises ici florales, la couronne impériale, les abeilles de Napoléon, donc, qui sont autant de signes pour marquer voilà, le premier empire. L'aigle, bien sûr, aussi, qui est là. L'artisanat de la broderie d'or est né à la fin du Moyen-Âge. Les moines l'ont d'abord utilisé pour les enluminures religieuses, et différentes techniques utilisant l'or ont été transmises au fil des siècles. La chose la plus compliquée, c'est de retrouver les fournitures de l'époque. Donc retrouver la même faille de soie, bleu, blanc, rouge, qu'on a trouvée grâce à la maison Prel à Lyon. Trouver les fils d'or, heureusement, on a aussi là un maître d'art à Lyon qui nous fabrique des fils d'exception et qui a gardé les machines et certains savoir-faire ancestraux. Une partie du travail consiste à se plonger dans l'histoire. Outre le matériel, Madame Deschamps dit utiliser les mêmes techniques traditionnelles que par le passé. Cela lui donne également de l'inspiration pour ses créations originales. Cette abeille est vraiment brodée en volume, avec 3 ors différents, 3 cantilles, mates, brillantes et frisées brillantes. Et ses ailes, c'est de la feuille d'or. Sylvie Deschamps travaille la broderie d'or depuis 32 ans. Elle est la seule artisane en France à avoir obtenu le titre de maître d'art en broderie d'or. Ce titre signifie qu'elle est reconnue par ses pairs comme un maître du métier et qu'elle est capable de transmettre le patrimoine de la broderie aux générations futures. Ce qu'elle fait avec ses apprentis, qui à leur tour transmettent aux personnes qui participent à leurs ateliers. David Vives, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.